Des brèches, maman, le consolateur des affligés, le restaurateur, le pourvoyeur. Ce culte spécial témoigne de l'attachement profond des croyants à la stabilité et au bien-être du Tchad. Alors que les défis majeurs continuent de marquer la vie nationale, les fidèles, dans une atmosphère sereine et empreinte de foi, ont renouvelé leur engagement à accompagner la nation à travers la prière et l'action. Nous voulons te laisser que tu gouvernes le Tchad. Nous voulons que, Seigneur, te laisser que tu prends toute l'autorité du Tchad. Nous prions, Seigneur, que tu prends la justice, parce que tu as dit, la justice élève la nation. Au-delà de l'instant de recueillement, ce dimanche a été un moment fort où le spirituel s'est mêlé aux aspirations d'un peuple en quête de paix. Il illustre le rôle central de l'Église en général et de celui des fidèles en particulier. C'est un moment de restauration pour moi, un moment de recevoir, un moment d'intercession. C'est un moment pour passer en la présence de Dieu, un moment d'intimité. C'est ce que représente ce moment de louange dans ma vie personnellement. Je suis très content ce matin parce qu'on a passé un culte vraiment qu'on n'a jamais passé un jour. On a prié pour le pays, on a prié en tout cas pour toutes les couches. Et c'est un moment très merveilleux qu'on a passé au moment. Nous avons demandé la présence du Seigneur ce dimanche et nous l'avons senti. Et nous espérons croire que nos recommandations seront agréées devant Dieu. C'est notre prière de tous les jours. Nous voulons que notre pays vive dans la paix, qu'il y ait la justice, qu'il y ait la cohabitation pacifique. Le cœur battant de 525 personnes au rythme d'une quête de paix n'était pas seulement le reflet des désirs individuels, mais d'une aspiration collective profondément enracinée dans les âmes de ceux qui exigeaient un futur où la sérénité primerait sur le tumulte. Et de retour sur le plateau de I-Matin après les actualités un matin. Merci à la rédaction, merci aussi à la régie pour la synchronisation des informations que si vous avez manqué hier, aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité d'écouter et nous sommes de retour sur le plateau, Jeff. Oui, nous sommes de retour sur le plateau, Larissa, et ce temps d'information nous a permis simplement de recevoir sur le plateau notre chroniqueur de ressources humaines que nous revenons à lui juste après le jingle. Et oui, après un long temps d'absence dû à des moments difficiles qu'il a traversé, notre chroniqueur est de retour aujourd'hui avec nous sur ce plateau et la rubrique reprend vie, la rubrique ressources humaines. Monsieur Clément, bienvenue. Bonjour. Ou j'allais dire bon retour. Merci. Bonjour et bon retour parmi nous. Merci beaucoup. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve, c'est sûr. Comme le patron a dit, après ce moment un peu dur de la vie, rassurez-vous, peut-être pour les téléspectateurs, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. C'est plutôt un deuil que j'ai traversé. Ouais. Et donc, voilà. Et en même temps, voilà, on le dirait jamais assez. Dans tous les cas, c'est quand on a ce moment-là, on se rend compte qu'on n'est jamais préparé. Oui. Ouais. On n'est jamais assez préparé pour porter sur terre son parent et donc parfois c'est difficile, mais bon. Il faut continuer le combat qu'ils ont commencé en espérant poursuivre ça. Et c'est pour ça que je suis parmi vous ce matin. C'est aussi ça les ressources humaines. C'est ça. Il faut continuer avec ce que les parents ont commencé. Et avec vous aujourd'hui
Pour ce retour, nous allons parler des avantages et les rémunérations en nature, M. Sianka. Oui, en fait, c'est l'un des domaines souvent qui n'est pas très développé dans les ressources humaines ou dans la manière de compréhension. Quand on regarde la relation entre l'employeur et l'employé, on a tendance simplement à avoir le salaire payé avec tout ce que ça fait. Mais en réalité, il y a un chapitre où des aspects de choses en nature que bien souvent on n'en parle pas beaucoup, comme je le disais. Donc c'est aujourd'hui l'occasion pour moi de mettre un peu en exergue ces avantages ou cette rémunération en nature qui existe. Je fais la différence quand même entre rémunération en nature et avantage en nature. On arrivera dans les deux cas pour qu'on en parle de façon très claire. Parlons d'abord dans un premier temps de la rémunération. Très logiquement, la loi interdit une rémunération en nature. Très logiquement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler pour un sac de mil. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas travailler pour, je ne sais pas quoi, du riz. Vous ne pouvez pas. Non, la loi interdit. La loi autorise simplement que vous travaillez contre une rémunération en numéraire, quitte à ce que vous gérez votre rémunération. Ça, c'est le principe. Mais il arrive que de temps en temps, par exemple, si une grande entreprise, quand je dis grande entreprise, c'est vraiment les gens de 500 000, 2000, 5000 personnes, parfois elle arrive à mettre en place un système qu'on appelle l'économat. Et l'économat, c'est dans le code de travail, et l'économat permet justement de transformer, de mettre à disposition des employés des denrées de la vie quotidienne en nature et avec un prix subventionné, avec un prix contrôlé, et comme ça permet par exemple de dire durant le mois, les employés peuvent s'approvisionner à cet économat, à cette banque alimentaire en quelque sorte, ou c'est pas seulement alimentaire, mais voilà, ça peut être alimentaire, ça dépend de chaque institution. Et donc vous vous approvisionnez en notes et on vient faire payer cela directement sur votre salaire, avec cet avantage que je disais, avantage prix, avantage qualité, avantage contrôle, avantage voilà. Mais ça, c'est vraiment la chose que la loi autorise, dans le sens où vous avez un très grand nombre du personnel, et l'enjeu pour le pouvoir d'achat du personnel devenant énorme, donc l'entreprise peut créer en son sein une sorte de marché clos. Je ne sais pas si le mot aurait son sens, mais pour permettre donc de mettre le sac de riz, le sac de mil, le sac de sucre, de l'huile à disposition, mais à un prix sans bénéfice. Et ça permet donc aux employés d'acheter ces choses-là, mais de ne pas payer au comptant, de le prendre à crédit, je ne sais pas si le terme serait juste, mais de le prendre et d'être payé sur le salaire. Donc, je peux dire que c'est aussi un avantage en nature, en rémunération, mais c'est dans le vocable de l'économat. Ça, c'est autorisé par le Code de travail. Mais en dehors de ça, il n'est pas autorisé en termes de rémunération de dire, comme je le disais, je travaille, je gagne 50 000, et puis maintenant le patron me dit, OK, 50 000, ça n'existe pas parce que c'est en dessous du SMIC, mais c'est un exemple que le chiffre m'est venu comme ça à la tête. Je gagne 50 000, le patron va me tendre 25 000 et puis un sac de riz. Voilà. Mais c'est compensatoire. C'est là que la loi interdit. Okay. Donc, c'est vraiment important parce que sinon, ça devient, voilà, l'employé n'a pas la maîtrise de son salaire. Il faut lui laisser l'indépendance de gérer son salaire. S'il veut acheter du sac de riz, s'il veut acheter du petit mil, ça, c'est son problème. Vous ne devez pas. Si la valeur du sac de riz dépasse les 25 000, ben, c'est là où, à moins que la demande vienne de l'employé. Si la demande vient de l'employé, ça part dans le sens de l'économie. L'employeur ne met qu'à disposition, c'est l'employé qui vient en prendre. Mais attention, là aussi, comme je l'ai dit, en matière de gestion d'économie, il n'y a pas de bénéfice qu'on rajoute. On met les frais de gestion
C'est-à-dire, s'il y a des employés de l'économie qui sont là, il faut bien que leur salaire et leur coût de gestion entrent dans le prix. Mais ça ce n'est pas le bénéfice. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, si le coût d'achat jusqu'au transport au magasin est de 20 000 et que la charge de gestion de ceux qui font fonctionner cette économie fait que nous devons rajouter 5 000 dedans, mais ce n'est pas le bénéfice. C'est juste pour vendre au prix coûtant. Donc, voilà pourquoi c'est important de l'aider. Et c'est à l'avantage des employés. Voilà pourquoi la loi n'est pas contre, parce que l'employeur, entre guillemets, ne fait pas du bénéfice dans une activité qui n'est pas son activité. Elle ne fait que rendre service au personnel et aider ainsi au pouvoir d'achat pour permettre à ce que le personnel ne souffre pas trop. Si, par exemple, il y a carence de mil et le mil a beaucoup augmenté sur le marché, alors que lui, il s'est approvisionné à un moment où c'est raisonnable, lui, il ne va pas spéculer sur le prix, il va vendre à son personnel, mais uniquement à son personnel, à leur demande, un produit avec un prix qui est à l'avantage du personnel. Voilà pourquoi c'est autorisé seulement cette partie-là. Mais une fois encore, uniquement lorsque c'est l'employé qui vient demander. L'employeur ne va pas imposer que chaque mois, toi, tu dois prendre un sac de riz. Toi, tu dois prendre... Non, ça n'existe pas. Mais c'est quand l'employé vient dire, moi, j'ai besoin des sacs de riz, on le sert, on lui fait la décharge, et à ce moment-là, ça devient cet avantage-là qu'il a d'acheter moins cher et en nature. Ça, c'est le seul point en matière de rémunération qui est autorisé. Maintenant, les autres, on va parler des avantages. Et les avantages en nature, il faut le dire, il n'y a pas une grille d'avantages en nature. Et les avantages ne sont pas ceux qui sont sur le salaire uniquement. Bon, parfois, il peut y avoir des avantages qu'on peut le mettre sur le bulletin de salaire, mais il y a d'autres qu'on ne le met pas, mais qui rentrent dans le groupe des avantages en général. Les avantages les plus connus que les gens commencent à s'habituer, par exemple, c'est le logement. Vous avez recruté un directeur commercial, un directeur technique, je ne sais pas quoi, et puis, non pas seulement vous leur payez une prime de logement, mais vous les logez. C'est ça la différence. Donc l'avantage en nature n'est pas la personne qui perçoit de l'argent pour aller payer son logement, mais il est logé. C'est l'entreprise qui paye le loyer directement, c'est l'entreprise qui s'occupe de tout. Et là, c'est un avantage certain en nature pour le dirigeant. Mais certaines entreprises ne font pas seulement pour les dirigeants, il faut être honnête. Certaines entreprises descendent et font des camps. Si vous avez des situations où vous êtes assez nombreux, où vous êtes à l'écart, vous faites des camps et puis vous logez les familles des employés dans ces camps-là, vous créez une municité pratiquement pour et autour de l'activité de l'entreprise. Et c'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de villes, dans certaines villes, se développent parce que en créant cette municité, cette ville-là, les autres qui ne sont pas même des employés commencent par être attirés par l'activité et commencent par s'installer. Et c'est comme ça qu'on crée des villes dans beaucoup de pays. Et d'ailleurs, c'est pour lequel certains pays, quand une grande institution ou une grande entreprise se met en place, ils donnent le truc en dehors de la ville, afin que justement vous ayez la possibilité de développer la chose en dehors de la ville si vous en avez la possibilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important, le logement. Deuxième, le transport. Vous avez des entreprises qui octroient des avantages en nature en transport. Attention, il faut distinguer entre le transport en nature, le transport en commun. Certains le font. C'est-à-dire qu'il y a des bus qui passent et qui vous ramassent pour vous amener au lieu de travail. C'est un avantage en nature parce que l'employeur n'a pas l'obligation de le faire. Il le fait comme un avantage pour vous. Donc, il vous prend et il vous ramène. Ça, c'est un avantage. L'autre sur le transport, ça peut être des moyens de transport de fonction, à la différence de moyens de transport de service. Donc, si vous avez, par exemple, un poste de chef logistique,
Si vous êtes un chef logistique, à cause de votre travail de chef logistique, il y a un véhicule, une moto qui est attachée à cela. Et si vous êtes ainsi, ça s'appelle cette fois-ci pas de service, mais de fonction. Parce que vous rentrez avec, vous faites vos choses avec, le week-end c'est chez vous, c'est lié à votre fonction. Alors que, à la différence de... ça, je veux dire, si vous êtes dans ce cadre-là, ça rentre bien un avantage en nature. Mais à la différence de voitures ou de moyens de transport de service, c'est totalement différent. On va vous chercher, on vous redépose et c'est tout. Et c'est tout. Si jamais, parfois même, on ne vous cherche pas. Vous trouvez le moyen de transport au travail. Pendant les heures de travail, vous l'utilisez, mais vous laissez vous rentrer. Ça, c'est les voitures de service. Même si, dans certains cas, il y a confusion. Des gens qui ont reçu des moyens de transport de service le transforment en voiture de fonction. Ce qui, après, c'est l'entreprise qui doit, ou c'est l'institution qui doit veiller. Mais si vous faites bien la différence, une voiture qui est liée à la personne de sa fonction, là, elle est de nuit, de jour, de week-end, c'est à sa disposition. Elle en fait ce qu'elle veut, enfin, ce qu'elle veut. C'est une voiture de l'entreprise toujours, mais elle en fait en bon usage, en bon père de famille. Et ça, c'est un avantage en nature. Donc, il peut utiliser pour ses courses personnelles, il peut utiliser pour les courses, et là aussi, certains vont, OK, si tu utilises pour les courses personnelles, mais strictement personnelles, tu prends le kilométrage, on te facture ça différemment, mais voilà, ça te permet d'être indépendant, mais on te facture quand même un petit kilométrage lorsque tu exagères. Certaines entreprises le font comme ça. Mais pour la plupart, c'est à ta disposition, le carburant à disposition, le chauffeur à disposition si jamais c'est ça, et ainsi de suite. L'autre aspect, le service, voilà, on vous prend peut-être à la maison, le chauffeur vient vous prendre, vous ramène, et puis pendant les heures de service. Maintenant, est-ce que celui qui a la voiture de fonction peut arriver au travail, garer sa voiture de fonction et utiliser le même moyen de service que les autres qui n'ont pas de voiture ou bien des moyens de... Logiquement, non. Si vous avez déjà un moyen de transport qui est lié à votre fonction, y compris dans l'exercice de votre fonction, de votre service, vous l'utilisez. Vous n'allez pas le garer, ce n'est pas votre voiture personnelle dans tous les cas. Donc vous êtes obligé de l'utiliser. Sauf s'il est en panne, d'accord. S'il est en panne, c'est autre chose. Mais sinon, vous ne pouvez pas aller... voilà, il y a la voiture de poule, il y a la voiture de monsieur tout le monde qui est là à la disposition de tout le monde. Vous avez une voiture dédiée et puis vous laissez ça pour l'utiliser pour tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est simplement pas possible de le faire de cette manière. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils font la gestion du carburant, etc. Donc, ce serait mieux de le garer parce que j'en ai vu une ou deux cas de figure comme ça, raison pour laquelle je pose la question. L'entreprise lui donne une voiture de service. De fonction. Liée à sa fonction. Voiture de fonction. Maintenant, quand il sort de l'entreprise, ça fait tout ce qui est course normale, tout ce qui est, comme vous l'avez dit, besoin personnel, strict personnel. Maintenant, le matin, dès qu'il arrive, il gare, il dépose la clé dans son bureau. Et comme il doit faire des courses en ville, c'est le chauffeur qui sort avec lui, avec la voiture de service. Non, ça, je pense que c'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi. Le carburant qu'on te donne lié à ta fonction, c'est sûr, mais c'est d'abord pour l'intérêt de l'entreprise. Donc si maintenant, pour la course même de l'entreprise, et que vous ne faites pas, vous prenez, vous consommez sur le carburant de service commun, ça pose un problème. Je crois que c'est quand même pas normal d'en arriver à être aussi, j'allais dire, malhonnête de cette manière-là. Oui, parce que c'est une malhonnêteté. C'est quand même pas vraiment honnête de la part de ce responsable-là d'agir de cette manière. Mais par contre, là où les gens font la différence, c'est qu'on a des institutions qui subventionnent des moyens de transport. ITV va aller à CFAO, va dire, moi je voudrais que mes cadres, 10 cadres, 15 cadres identifiés qui font l'image de ITV, je veux qu'ils soient en voiture.
parce que c'est l'image de ETV que je vais protéger. Donc, ils vont aller faciliter l'achat de ce moyen de transport avec un fournisseur pour dire, OK, moi je voudrais que je garantis le paiement de ces voitures-là par mes employés. Parce que je vais les payer, fournissez-leur les voitures, parce que d'office, au comptant, ils ne pourront pas, mais si c'est 15 millions, donnez-leur, moi je prends la garantie. Et je vous dis qu'ils vont payer ça en 1 an. Okay. Là, c'est maintenant un document ensuite qui est signé entre l'employé et l'employeur et le vendeur. Pour permettre à ce que finalement, soit on considère ça jusqu'à ce que la voiture soit remboursée totalement comme une voiture de fonction. À ce moment-là, voilà, comme voiture de fonction, même si c'est ta voiture, tu l'utilises dans le cadre du travail. Parce que c'est moi qui t'ai facilité l'achat. Ça existe. C'est toi qui payes, mais facilité avec l'employeur parce qu'il a une autre vision. Je veux que mes cadres soient ici pour que si on voit Jeff représentant ETV, il faudrait que ça a la prestance qu'il faut. Donc ça existe, beaucoup d'institutions le font comme ça. Je peux mettre ça aussi comme un avantage, mais un avantage plus stratégique que réellement un avantage par nature parce qu'après tout, c'est toi qui le payes. Donc c'est un peu aussi cet aspect qui existe, mais pris comme ça, les gens peuvent dire, OK, si j'ai déjà rempli mon contrat, c'est devenu ma voiture personnelle, si j'arrive, je peux garer et utiliser la voiture de service qui est là à la disposition de tout le monde. Dans ce cas, c'est encore peut-être une fenêtre possible, mais le reste des cas, je ne pense pas que c'est quelque chose de tout à fait possible. D'accord. Non, je voudrais juste rappeler à nos amis téléspectateurs que nous sommes sur l'émission e-matin, c'est la chronique ressources humaines. Nous parlons des avantages et rémunérations en nature pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Surtout, Larissa, il faut rappeler qu'on ne travaille pas pour gagner un sac de riz avec. Ça, c'est la partie. Je pense que c'est la partie que Jeff a retenue. On ne travaille pas pour, à la fin du mois, troquer son salaire contre un sac de maïs, un sac de riz, parce que généralement, on dit, bon, je n'ai rien à perdre. Si je dois travailler une semaine et puis à la fin on peut me donner un sac de riz, c'est pas grave. Si je dois travailler 1 mois et qu'à la fin on peut me donner un sac et demi de manioc, comme Larissa de Moïsala aime beaucoup le manioc, de manioc, ça ne fait rien. On ne travaille. La loi de travail ne permet pas cela. Maintenant, vous avez la possibilité voilà, de dire vous-même et de décider et de dire que, OK, comme l'entreprise dispose de tel et que mon salaire c'est 30 000, je préfère qu'à la fin du mois, vous me donnez 20 000 et les 10 000, je souscris à un sac de sucre pour nous qui aimons le thé. Voilà, pour un sac de sucre. Mais on ne travaille pas pour gagner un don en nature. Ça, c'est la partie que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, tu ne vas pas oublier ça. Merci dans ton... pour le résumé. Ouais. Alors, M. Sianka, nous tendons vers la fin de la chronique. Oui, c'est pas encore fini, mais je pense qu'on va pas forcément, on va y revenir la prochaine fois. Voilà, mais j'aime bien le résumé de Jeff qui de façon pratique met la chose de façon très claire, mais c'est malheureusement cela parce que sinon ça tourne à l'escroquerie des employeurs. Et là, la loi est contre cela. D'accord. Pour continuer et puis voir la fin de ce très beau thème, restez avec nous jusqu'à vendredi car M. Sianka reviendra. Jeff, nous allons raccompagner notre chroniqueur avec le bien-être et nous allons recevoir sur le plateau un autre invité. Le thé vert est un aliment qui est utilisé dans le petit déjeuner.
Et les études scientifiques ont démontré les effets pharmacologiques, c'est-à-dire les propriétés pharmacologiques des thés verts. Déjà, la présence de la caféine et de la vitamine C que contient le thé vert lui fait un stimulant. Donc, ça lutte contre la fatigue et le stress. Et la consommation du thé vert fait perdre le poids grâce à la catéchine qui agit sur les tissus adipeux, les graisses qui sont stockées. Et la même catéchine aussi agit sur les rétines. Donc le thé vert améliore la vision. Ça lutte contre la détérioration de vision. Le thé vert aussi réduit le taux de mauvais cholestérol grâce à l'action oxydative des polyphénols. Grâce aussi aux flavonoïdes, le thé vert lutte contre le vieillissement prématuré des cellules. Il réduit aussi le taux, comme je dis, le taux de mauvais cholestérol et a un effet hypoglycémie. Donc ça lutte contre le diabète, un antidiabétique. Lorsque le taux de sucre, la glycémie est élevé dans le sang, le thé vert fait diminuer. Et si ça améliore le système, ça renforce le système immunitaire. Le thé vert aussi est riche en fluor. La présence de fluor participe à la prévention des caries. Certes, le thé vert présente des propriétés pharmacologiques avérées, mais toutefois, il est contre-indiqué, ou bien il a des conséquences aussi. Déjà, pour une femme enceinte, lorsque elle consomme le thé vert, il y a la possibilité qu'elle libère les toxines au fœtus par le biais du placenta. Le thé vert... Place à la sécurité alimentaire. Nous avons sur le plateau avec nous M. Miandele Diaou Nadi. Voilà, le digne paysan tchadien. Aujourd'hui avec nous sur le plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Larissa, bonjour M. Aladjef, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour M. Miandé, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver après avoir épuisé les 5 phases. Aujourd'hui, nous entamons Larissa, un autre... Oui, aujourd'hui, nous allons parler des orientations techniques pour la campagne agricole pluviale, mais surtout qui a déjà débuté, donc ça serait conseil. Le lundi, là, est bien chaud, chef. Ah ben ça va. En tout cas, ça ne te laisse pas sommeiller, ça te permet de te réveiller et de te dire que tu as une grosse semaine à affronter. Et moi, j'aime ça, j'aime bien ça. Ouais. Voilà. Oui, merci. Nous avons certes évolué pour définir la sécurité alimentaire, arriver à la phase de classification de l'insécurité alimentaire aiguë. Et donc, pour pouvoir contribuer maintenant, puisque nous sommes à l'amorce de la saison avec la campagne qui est déjà entamée pratiquement dans la zone soudanienne, mais ce qui est important, c'est que certains de ces éléments que nous partagerons pourront contribuer. Généralement, en début de campagne, pour les nouvelles parcelles, on passe au défrichement, à la coupe des arbres, tout ça. Généralement, c'est ce qu'on fait en système de culture traditionnel extensif. Et je pense que c'est ce qui doit un peu être déjà mis de côté parce que l'arbre, c'est une richesse. L'arbre est une source de beaucoup d'éléments nutritifs pour le sol. L'arbre contribue également à la pluviométrie. Donc, je pense aussi pour l'environnement, nous ne pourrons plus encourager que le défrichement soit systématique pour faire la coupe des arbustes. Il faut sélectionner quelques-uns et peut-être même travailler en termes d'élagage pour permettre de libérer l'espace. Et c'est de plus en plus conseillé qu'on fasse l'agroforesterie maintenant. Donc, il faudrait penser que
le travail de la coupe des arbres pour pouvoir déblayer le terrain, je pense qu'il faudrait l'améliorer. Et je pense qu'il y a des dispositions techniques au niveau des services techniques dans les différentes localités que nos producteurs peuvent approcher et demander ses conseils. L'améliorer comment? Ne pas faire la coupe systématique ou bien faire, par exemple, mettre le feu pour pouvoir couper. C'est ce qui se fait généralement. Donc, il faut simplement chercher à frayer le passage et couper moins, pour ne pas dire que réduire au maximum la coupe systématique des arbres. Peut-être que dans les zones qui sont déjà exploitées, les anciennes parcelles, il faut penser au labour. Et le labour, généralement, on peut le faire en moyenne pour les cultures céréalières. Il ne faudrait pas que le labour dépasse les 45 cm de profondeur. Ce n'est pas bien conseillé parce qu'on est en train de déterrer de la terre qui est inculte, qui n'est pas productive. Okay. Donc il faudrait penser déjà à régler, par exemple, pour ceux qui utilisent la mécanisation, que ce soit les tracteurs et autres, il faudrait caler entre les 30-45 premiers centimètres du sol. Parce qu'on risque de retourner de la terre inculte et ça ne va pas arranger le développement des cultures dans ce sens-là. Et au labour également, on peut mélanger, on peut combiner la fumure de fond avec le labour, mais pratiquement, nous ne conseillons pas systématiquement, nous ne conseillons pas les engrais. Les engrais ont des effets négatifs à tout point de vue. C'est vrai que dans l'instantané, on voit que les engrais aident les cultures à se développer, mais en fin de compte, les effets sont assez néfastes aussi bien sur le sol que sur la santé humaine. Parce que c'est ce qu'on appelle la rémanence des produits. Aussi bien que ce soit les engrais, que ce soit les pesticides qu'on utilise pour pouvoir faire les luttes contre les ennemis des cultures, soyez certains que quelque part, il y a une certaine teneur qui subsiste encore dans les produits que vous récoltez. Donc, ça peut vraiment affecter la santé humaine. Donc, que ce soit le labour de fond, que ce soit la fumure de fond, mais la fumure d'entretien, il faudrait raisonner ça, de sorte que les quantités qui sont données ne soient pas excessives. Et nous encourageons aujourd'hui, en termes d'agriculture biologique, que les producteurs puissent faire la promotion du compost. Et pour les composts, nous avons beaucoup d'ingrédients. Nous avons la bouse de vache, nous avons les feuilles mortes, nous avons beaucoup d'ingrédients pour pouvoir produire les composts qui sont pratiquement en termes de coût, peut-être au cinquième du coût d'achat d'un sac d'engrais. Le sac d'engrais, suivant les marques, ça varie. Moyennement, peut-être celui dans le marché, peut-être moins, mais le plus souvent, c'est aux alentours de 30-35 000 francs. Alors qu'on peut le produire à un cinquième de ce prix. À vouloir ça. Je me rappelle encore... quand j'étais à Sarre, au début comme ça, mon oncle nous a amenés en brousse, on a creusé un grand trou, et puis on a commencé par mettre de l'eau, après on a mis de la paille, après on a mis des bouses d'animaux, après on a remis la paille encore, on a mis de la terre, après on a jusqu'à ce qu'on ait rempli, et puis on est rentré. Oui. Et c'est 2 semaines ou 3 semaines après, quand on est revenu ouvrir, mais tu ne retrouves pas la paille, ça s'est mélangé. Et ça fait que le champ était tellement, quand tu vois les feuilles, ça poussait. C'est très verdoyant, ça facilite la production. Justement. Et c'est ce qui est conseillé. Et ça nourrit également le sol. Oui. Donc, vous n'avez pas peut-être besoin de faire ça systématiquement toutes les années, pour faire 1 an sur 2, parce qu'il y a une certaine quantité encore qui est restée là. Et surtout, les cultures céréalières exportent beaucoup de nutriments du sol. Donc, on conseille qu'en termes de technique culturelle, on ne fasse pas exactement cette année le sorgho, le mil, je ne sais pas quelle autre culture céréalière, et l'année prochaine qu'on le fasse encore pareillement sur la même parcelle. Ce n'est pas conseillé. Il faut faire ce qu'on appelle la rotation culturelle. Donc si vous faites cette année les céréales sur cette parcelle, l'année prochaine, pensez à mettre les légumineuses, c'est-à-dire l'arachide ou bien le niébé et autres cultures en ce sens-là. Mais est-ce que les céréaliers et l'arachide sont compatibles le même sol peut permettre la culture de ça? Les types de sols peuvent convenir. C'est vous qui travaillez pour orienter la qualité de votre sol dans ce sens-là. Mais il y a des sols dans lesquels cela n'est pas conseillé. Et donc, vous pouvez, en termes de compensation des gaps ou bien d'exportation de ces éléments, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'assolement ou bien encore l'assortion culturelle. Donc, s'il y a une partie de la parcelle qui est propre pour la culture des céréales, vous l'utilisez pour les céréales. Maintenant, si l'autre partie
est bonne parce que ce n'est pas homogène sur toute l'étendue. Si vous avez 10 hectares, ne dites pas que sur les 10 hectares, c'est totalement homogène. S'il y a une partie de la parcelle qui est propre pour les légumineuses, faites les légumineuses sur cette partie-là. Mais à défaut d'avoir une situation homogène, vous pouvez choisir, par exemple, de faire ce qu'on appelle l'association culturelle. Vous mettez entre les céréaliers, vous mettez les légumineuses. Ça peut se faire facilement. Et vous gagnez aussi bien sur la même parcelle assez de produits différents que vous pouvez utiliser dans ce sens-là également. Généralement, le péninsulaire, on peut intercaler avec de l'arachide, le pois de terre. L'arachide, le niébé, ouais. Même parfois on peut faire avec le sésame. Larissa, tu es surpris, non? Non, je ne suis pas surpris. Je suis en train de te sortir mon côté paysan. Oui. Juste ici à Savakale, et puis nous sommes en train de suivre la croissance, tu vois. Mais pour cela, il faudrait, j'insiste. Cette technique, elle est nouvelle pour moi, c'est que les éléments que tu as donnés, donc ça me permet d'aller encore bénéficier de faire. Voilà, en fait, il faut être prudent parce que ce n'est pas parce que vous avez du compost, un compost qui n'est pas fini, risque de comporter des germes de maladies et de médiculture. Parce qu'il y a un travail biologique de fond qui s'est fait. Donc, généralement, nous conseillerons que cela soit fait au moins 2 ou 3 mois avant le début de la saison. Là, vous avez un produit, c'est comme si de l'engrais conditionné qui est là, que vous prenez pour le mettre. Et il y a une technique qui est faite, même qui est plus économique par rapport à la quantité de ce compost que vous avez. On parle de la technique Zaï. La technique Zaï qui est utilisée beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, où on apporte l'engrais juste au pied de la plante. Vous voyez ça? Donc, on prend juste la quantité qu'il faut, on fait un cercle autour de la plante et on essaie de saupoudrer juste autour, et puis on referme le trou au-dessus. Vous voyez que ça garde l'humidité. Donc, en fait, cette technique-là, elle est de plus en plus vulgarisée. Mais nous ne conseillons pas, nous le rappelons, que ce soit les engrais chimiques industriels parce que, 1, l'accès est difficile en termes de coût. 2, ça appauvrit les sols. 3, il y a la rémanence des produits dans les produits alimentaires que nous consommons. Et même les pesticides. On parle de ce qu'on appelle des biopesticides. Par exemple, les fruits de Nîmes, l'Azadirachta indica. On utilise ça aujourd'hui pour faire un peu des pesticides pour lutter contre les ennemis, la lutte biologique. Donc, on ne peut pas aller prendre des produits sur le marché de n'importe quelle marque et puis on asperge des yeux. Vous pensez que c'est fini. Et là, les maraîchers le font le plus souvent. Donc, sachez qu'en mangeant ces cultures maraîchères qui ne sont pas traitées, qui n'ont pas suivi les itinéraires techniques en termes de respect des délais, dès qu'on récolte de champs, on met sur le marché, on paie, on mange, mais on oublie qu'on est en train d'ingurgiter certains produits toxiques parce que ce sont ces produits-là qui sont utilisés pour faire le traitement de ces produits. Les réactions sont automatiques, surtout avec les légumes et autres. Oui, mais aujourd'hui, si on parle des maladies, des gastro-entérites, on parle de toutes ces maladies, ça veut dire que on a plus ou moins les facteurs qui conduisent à ça. Donc, il faudrait vraiment que les gens soient sérieux parce que c'est une vie de la vie des populations. C'est une question de la vie des populations. Donc, le fait, par exemple, d'aller traiter et de lâcher pour amener au marché, on a besoin d'argent. Mais sachez que ces gens, ce qu'on nourrit, c'est ça, c'est notre clientèle. Alors, et donc, on doit veiller. Moi, j'aimerais poser cette question par rapport aux engrais chimiques dont vous dites. Ça appauvrit le sol. Mais on se rend compte que dès qu'on met autour des plantes, tout ça, on voit que ça grandit, ça fait grandir vite. Est-ce que c'est après ça ou bien ça approuve De plus en plus, quand on parle de l'agriculture biologique, ça fait moins, pour ne pas dire presque pas du tout appel aux produits chimiques. D'accord. Biologique, c'est-à-dire on utilise depuis le début jusqu'à la fin des produits biologiques. Et le compost est un engrais biologique. Vous voyez ça, c'est de la matière organique. Et donc, l'effet négatif sur le sol, c'est de risquer par rapport au délai de la production. Parce que pour produire du compost, il faut respecter un certain nombre de délais. Et par exemple, quand on fait les compostières tels que vous avez dit, il faut les retourner. Il faut les retourner, les fumiers, les composts, il faut les retourner pour qu'à la fin, on ait de la poudre, pratiquement de la poudre noire, suivant les qualités de ce qu'on a eu comme ingrédient qu'on a utilisé. Et donc, c'est la poudre que, parfois, quand vous le sentez, mais vous allez sentir que ce n'est même pas de la bouse de vache que vous avez mis là. Donc, ça devient de l'engrais que vous pouvez justement utiliser. Alors que l'engrais chimique que nous avons, ce qui n'est pas indiqué, ce qui n'est pas conseillé, au bout de 3 ans, systématiquement, vous arrivez à voir que la productivité de votre sol baisse. C'est beaucoup plus le cas, par exemple, des cotonculteurs. Vous voyez, quand vous le sentez, mais vous allez sentir que ce n'est même pas de la bouse de vache que vous avez mis là. Donc, ça devient de l'engrais que vous pouvez justement utiliser. Alors que l'engrais chimique que nous avons, ce qui n'est pas indiqué, ce qui n'est pas conseillé, au bout de 3 ans, systématiquement, vous arrivez à voir que la productivité de votre sol baisse. C'est beaucoup plus le cas, par exemple, des
Quand quelqu'un produit le coton, vous repassez après, parce que lui, il est tributaire de l'engrais pour pouvoir faire croître le coton. Alors quand vous revenez faire un peu les cultures vivrières, à partir de ce moment, il y a des problèmes, parce que la production ne va pas être au même niveau. Et utiliser successivement 2 années ou 3 années de suite. Sur la même parcelle, vous cultivez les céréaliers, et vous utilisez encore les engrais. Revenez 3 ans plus tard. Dès que vous lâchez les engrais, vous n'avez pas de production. Ouais. Le rendement baisse systématiquement, et c'est spectaculaire. Donc nous conseillons techniquement que, même si c'est un peu épuisant, mais c'est économique et c'est très bon parce que ça stimule la production, que nous puissions faire davantage de recours à l'engrais organique, le fumier, le compost. Et nous avons assez de bétail ici, nous avons les feuilles mortes. Donc c'est juste pour combattre ça, pour combattre l'élément qui va peut-être beaucoup plus, c'est la paresse. Si on n'est pas fainéant, on peut produire son propre engrais sur son champ. Et je pense qu'au lieu d'aller l'acheter, vous aurez économisé de l'argent à côté et vous aurez aussi protégé la santé des populations. Parce que je voudrais bien insister par rapport au cas des maraîchers. On met du tout. L'eau qu'on utilise, par exemple, d'une eau de mauvaise qualité, on pense que c'est juste pour arroser les plantes. Mais ces plantes-là, les produits qui les consomment, ce sont des humains. Et les humains, ils avalent avec des germes. Et généralement, tout le monde se plaint de ce qu'on appelle la fièvre typhoïde, d'autres maladies récurrentes. On va te dire que c'est l'eau usée qui fait pousser rapidement les plantes. Oui, certes, mais le délai. Parce qu'il faudrait que la teneur de ces produits chimiques-là, de ces facteurs-là de production dans les produits de consommation soit presque nulle. Il y a une certaine teneur qu'on appelle la dose létale. Ça, c'est encore beaucoup plus. Il y a suivant les produits. C'est même mentionné sur ces produits-là. Quand c'est des produits industriels qui sont conditionnés à des sachets. Ils y mettent de la dose létale. Et cette dose létale-là, ça peut tuer même, par exemple, on fait des tests avec les souris. Donc on leur fait manger ça, si ça peut le tuer, au bout de certain temps, ça veut dire que regardez que l'organisme peut subir ça. Donc je ne voudrais pas entrer dans le côté phytosanitaire pour la phytopathologie, mais restons sûrement sur le côté de l'encourager les gens à faire la culture à partir de l'engrais organique. Maintenant pour les semis, pour ne pas peut-être notre attarder dessus, les semis, généralement il y a ceux qui font le semis en vrac, et ils pensent que ça laisse comme ça, c'est pas les... Nous encourageons à faire ce qu'on appelle les semis en lit avec des cordeaux. Et par exemple, avec certaines cultures, nous pouvons, après les pépinières ou bien les premiers semis qu'on fait, il faut passer faire ce qu'on appelle le démariage pour laisser pratiquement 2 plantes par poquet. Le poquet, c'est le truc qui accueille les semences là, les graines là. Donc, dès qu'il y a une levée, vous allez voir, vous contrôler pour ne pas qu'il y ait trop. Parce que quand il y a plus de 2 plantes par poquet, il y a une compétition entre ces 2 plantes là pour tirer les produits, les éléments nutritifs du sol. Donc, l'évolution, la culture, la croissance ne sera pas si bien que ça. Donc, laissez au trop 2 plantes par poquet et faites ce qu'on appelle un suivi régulier. Après ça, pratiquement entre 10 jours à 2 semaines, on passe au sarclage. Après le sarclage, on passe au désherbage peut-être 2 semaines encore après. Et donc, il faut faire un suivi quotidien. Maintenant, il faut penser à l'élément qui est très délicat, la question de la maîtrise de l'eau. Quand on n'a pas de l'eau et qu'il y a un stress hydrique avec ce qu'on appelle les séquences sèches, parce que nous sommes pratiquement tributaires, pour plus de 98% des Tchadiens qui font la pollution, nous sommes pratiquement tributaires des précipitations naturelles, les eaux de pluie. Maintenant, s'il y a des séquences sèches qui durent de 2 à 3 semaines, ou bien même si c'est 15 jours, déjà, c'est très grave. À partir de 16 jours en allant, pour les cultures, il y aura ce qu'on appelle il y aura ce qu'on appelle le stress hydrique et les plantes, les feuilles seront fanées, donc on ne pourra pas avoir une bonne production au bout de compte. Donc il faut suivre de bout en bout. Et s'il y a la possibilité d'avoir un dispositif d'exor, c'est-à-dire pour pouvoir prendre de l'eau du sol, mais dans une source appropriée à côté et faire arroser pour irriguer, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que chaque fois, on va être de plus en plus surpris à part ces séquences sèches en début, vers la fin ou au milieu. Donc il faudrait que la quantité d'eau qu'il y a par rapport aux différents stades phénologiques, c'est-à-dire l'évolution de la croissance des cultures là, que ce soit à la levée, au stade de feuilles, au stade carnaison, tous ces trucs là, il faudrait qu'on puisse essayer de suivre de sorte qu'il n'y ait pas un statistique assez important. Mais à la fin, il faut s'asseoir pour ne pas faire ce qu'on appelle la production de substances là. On évalue ce qu'on a investi, on prend le rendement, on évalue on évalue la production, on sait ce qu'on a investi et ce qu'on a à gagner dans ça. Sinon,
Nous allons continuer par faire l'agriculture hasardeuse. Cette année, il y en a, cette année pas. Dorénavant, on doit révolutionner notre agriculture. En adoptant les cultures, les itinéraires techniques améliorés, et ne pas dépendre seulement que des eaux de pluie, que aussi l'engrais qui soit toujours notre aide de camp à côté. Je pense que l'engrais, c'est, excusez-moi le mot, mais c'est un peu plus pour nous les paysans qui sont fainéants. D'accord. Merci beaucoup, Larissa. Je pense que la matinée est bien dosée. Et surtout ceux qui sont déjà au champ en train de défriser le terrain, le champ, ne coupez pas forcément les arbres pour défricher le terrain. Vous pouvez aussi utiliser les arbres, créer des lignes et puis voilà. Pour ne pas reprendre le mot en le faussant, les arbres peuvent être aussi très importants dans votre champ, mais aussi le plus grand conseil, c'est pas aller vers les engrais chimiques, mais restons bio, utilisons bio. Ça pourra mieux aider. Voilà un peu la quintessence, c'est que nous pouvons tirer du paysan de ce matin. Merci beaucoup. Ça commence, plus on avance, plus ça devient très clair, très limpide. Donc, je pense que jusqu'à l'année prochaine, je peux commencer mon champ. Il n'y a pas de problème. Merci. Nous allons raccompagner simplement notre invité par Ça m'énerve. شغل كتير في بونغور ده ما يروق يعني أجي نهجو فوقه شماش ناس ده قاعدين كده ما عندهم تعبانين حكومة قاعد ما يجي لهم أجل ده كلام ده كيف بطان كمان كتير قاعد شركة ما في بونغور تعبان ها بونغ ده كله ما يكمنسي شغل ده ناس ده يسوي كيف. Ce qui m'énerve beaucoup au Tchad, c'est le problème de la sécurité routière. Il y a certaines personnes qui ne respectent même pas le code de la route et puis c'est ce qui crée aussi des accidents. Donc c'est ça qui me choque. Il y a beaucoup de choses qui énervent au Tchad. Par exemple, la défécation à l'air libre. Devant ma concession, personnellement, c'est un terrain vide, en pleine ville, que les gens, les petits-enfants, qu'on les enseigne le Coran là, ils sortent, ils défectent là pendant la récréation. Et les formateurs les regardent sans réagir. Il me fait mal ici à Bangor. J'ai vu que les jeunes de Bangor ne veulent pas fréquenter, aller à l'école. Ils sont seulement au quartier. Et les gens défectent partout. Cela apporte la maladie aux citoyens. Il y a aussi quelque chose qui me fait mal. Il y a les jeunes filles. On ne les marie pas légalement. L'enlèvement des jeunes filles, soit disant que c'est leur culture. L'enlèvement des jeunes filles, en tout cas, c'est la culture du terroir et dès que tu en vis, tu es obligé de t'y adapter. On va faire que comment ça t'énerve, mais bon, c'est la culture. Larissa, cela nous a permis de recevoir Maman Iya pour le dernier virage. Aujourd'hui, la façon elle est tirée. 3 ou 4 épingles. Sidonie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va bien. Le week-end a été? Ça a été. Ça se voit. Ça se voit. Bonjour et bienvenue, Madame Nemem Sidonie. Merci. Maman Iya, comme le dit Jeff. Ouais. Merci. Avec vous aujourd'hui, on va parler de l'IA, son implication dans l'éducation. Je ne sais pas si c'est l'éducation des jeunes, l'éducation des enfants, l'éducation des adultes ou bien l'éducation en général. Bon, l'IA d'abord transforme l'éducation à travers le monde. Donc c'est dans la généralité. Dans la généralité, oui. Parce qu'elle permet un apprentissage plus accessible et adopté. Par exemple, des assistants virtuels qui assistent les élèves à apprendre selon leur rythme d'apprentissage. Et là, ça facilite vraiment les élèves. Même ça facilite aussi aux étudiants dans leur recherche d'études. Donc, vraiment. L'IA dans l'éducation, les premiers facteurs, c'est par exemple les assistants virtuels qui assistent les enfants. Moi, je suis en train de... J'ai un assistant, pour confirmer, j'ai un assistant qui m'aide à parler anglais. Et des fois, à des heures où je veux, quand je viens,
On parle, bon, je dis tout ce que j'ai, et puis quand c'est faux, ils me corrigent, on dit ça. Mais est-ce que ça ne rend pas vraiment paresseux ces enfants-là? Parce que des fois, connaissant nos enfants, nos élèves d'ici surtout, il peut dire que bon, je ne traite pas le devoir, après je vais poser la question à l'IA et l'IA va me donner les réponses, puis je les copie. Est-ce que ça ne rend pas aussi paresseux les enfants? Oui, ça, c'est la dépendance technologique. Parce que déjà là, les élèves sont habitués à utiliser des applications telles que ChatGPT qui traitent les devoirs pour eux et qu'ils les assistent dans tout, dans leurs travaux d'études là. Et là, ils sont dépendants de cette application. Et là, et pire encore, ça entraîne la baisse des niveaux. Wow. Et là, ça nuit vraiment à l'autonomie de leur capacité d'étude. D'accord. Moi, quand Jeff, quand il a parlé qu'il a un assistant, qu'il est en anglais et autres, et tu rajoutes que cela contribue aux baisses de niveau des élèves ou bien des étudiants. Est-ce que ce n'est pas la mauvaise utilisation qui a cette dépendance-là? Bon, des fois, c'est la mauvaise utilisation parce que l'IA, d'abord, est ni bon et ni mauvais. Mais ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Si tu l'utilises de bon côté, elle peut renforcer le système éducatif. Et si on l'utilise de mauvais côté, elle peut aussi fragiliser l'autonomie des élèves. D'accord. Alors, qu'est-ce que, en tant que consultante, si je peux me permettre, en intelligence artificielle, Madame Nemam Sidonie, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux-là qui utilisent l'IA de manière non intelligente? Bon, le conseil que je vais donner à ceux qui utilisent l'IA est d'utiliser l'intelligence artificielle de bon côté, de bien l'encadrer, parce que son utilisation dépend de l'usage qu'on en fait. Alors, on peut l'utiliser de bon côté pour tirer profit et non pour que ça soit une menace pour nous, une menace plutôt. Désolé. Alors, ce que moi je retiens simplement ce matin, c'est que l'intelligence artificielle peut aider les élèves à performer et à faire mieux, à compléter s'ils utilisent dans le sens de recherche et dans le sens d'apprentissage. Mais si on l'utilise dans le sens de bouche-trou, c'est là où cela peut poser des problèmes. Bon, si moi je dois me résumer, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. C'est ça même. Merci à Nemam, j'allais dire féliciter. Nemam Sidonie, elle arrive toujours en 2-3 minutes et elle te dit ce que tu veux entendre et puis elle disparaît. Merci beaucoup d'être passé. Nous allons regarder sur le plateau pour conclure l'émission ensemble avec vous. Larissa, ce fut un plaisir d'ouvrir la semaine à tes côtés, d'ouvrir la semaine avec toi. Amis téléspectateurs, c'est aussi un plaisir de commencer la semaine avec vous. Merci pour votre fidélité. Vous avez toujours été là et vous serez toujours là. Et puis voilà, nous vous promettons de revenir chaque fois que l'occasion nous est permise. Alors, veillez sur vous et surtout un bon début de semaine. Au revoir. Merci. Electron TV, la vision du futur.